Toujours aussi bavard. Donc maintenant, on a Frédéric Chazal qui va nous présenter son projet qui s'appelle Top AI. English or French, you choose. Bon, je vais faire comme mes prédécesseurs, je vais parler français, les transparences sont en anglais. Donc je vais vous présenter très rapidement le projet Top AI qui s'intéresse à des problèmes d'analyse topologique des données pour l'apprentissage statistique et l'IA. Alors, je ne vais pas vous donner beaucoup de détails, je vais commencer peut-être par la motivation et peut-être pour deux mots juste pour vous dire qu'est-ce que c'est que l'analyse topologique des données, parce que ce n'est pas un des sujets classiques, on va dire, de l'apprentissage, c'est un sujet qui se développe, qui est assez récent, qui se développe depuis une dizaine ou une douzaine d'années, qui grossit tranquillement, on va dire. Et donc l'idée de l'analyse topologique des données, elle part d'une observation assez simple, c'est quand on regarde des données, en particulier des données un peu complexes, souvent on voit qu'elles ne sont pas faites n'importe comment et on peut essayer d'interpréter ou de comprendre une espèce de structure topologique ou géométrique sous-jacente à ces données. Alors là, je vous ai mis juste deux petits exemples pour illustrer parce qu'ils correspondent à deux points sur lesquels je reviendrai dans la suite de la présentation. Le premier à gauche, ce que vous voyez, c'est une projection 2D d'un nuage de points en dimension quelques dizaines qui vient de problèmes de cytométrie. Donc, et puis, quand on regarde cette distribution de points, elle n'est pas distribuée de manière uniforme dans l'espace où elle vit, mais elle a une structure qui est intéressante, qui permet de comprendre, dont on a envie de comprendre la signification ou qu'on a envie d'exploiter. Donc je reviendrai là-dessus à la fin quand je parlerai de certaines applications. Et puis à droite, un autre type de données qui n'est pas des données a priori auxquelles on pense d'un point de vue forcément géométrique ou topologique, c'est des séries multivariées. En fait, c'est des sorties de capteurs inertiels, là. Donc là, je crois que vous avez trois coordonnées d'un accéléromètre issu d'un capteur d'une centrale inertielle. Et pour analyser un petit peu ces sorties, on peut voir ça aussi d'un point de vue assez topologique et géométrique. Et en tout cas, on voit que la tête de ces séries multivariées est porteuse de topologie de géométrie qui peut être intéressante pour résoudre certains problèmes sur lesquels je reviendrai aussi. Donc l'idée de l'analyse topologique des données, c'est un sujet en fait qui vise à développer des techniques et des outils pour extraire, attraper de manière fiable et robuste de l'information géométrique ou topologique pertinente à partir de données, donc en utilisant essentiellement des techniques topologiques et géométriques, et puis dans un deuxième temps d'essayer de tirer avantage de cette information topologique ou géométrique pour d'autres tâches d'apprentissage ou d'IA. Et c'est essentiellement sur cette deuxième partie en fait que se focalise le projet Top AI. Et la raison, c'est la suivante, c'est que maintenant, on a un arsenal d'outils mathématiques et algorithmiques qui permettent d'inférer de la topologie ou de la géométrie assez évolué, qui permet d'avoir une information dont on sait montrer qu'elle est robuste, qu'elle permet d'attraper de la structure topologique ou géométrique à plusieurs échelles, qui a l'avantage d'être interprétable souvent, c'est-à-dire que non seulement on a cette information-là, on sait l'interpréter, on sait dire des choses et comprendre un peu ce qui se passe, qui est bâti sur des fondements mathématiques aussi solides, mais qui a un petit problème, et qui est illustré en fait, si vous regardez ce qui se passe à droite, c'est qu'en général, cette information, elle vient sous une forme qu'on n'aime pas trop pour faire de l'apprentissage stat ou des choses comme ça derrière. C'est-à-dire que ça ne vient pas sous forme vectorielle ou sous forme d'éléments d'un espace de Hilbert ou d'un espace linéaire. Mais là, vous avez un exemple typique de type d'information qu'on obtient qui s'appelle des diagrammes de persistance, qui est, ça vient sous forme par exemple d'un nuage de points dans le plan, d'un ensemble fini de points dans le plan. Alors, c'est quelque chose qui est sympa du point de vue, j'ai envie de dire, de l'humain, parce qu'on peut interpréter chaque point, il a un sens, on peut dire à quoi il correspond. Par contre, ce n'est pas quelque chose dont vous pouvez vous servir pour nourrir un algorithme d'apprentissage ou de classification derrière. Donc là, il y a toute une activité qui est assez récente où il y a des questions qui viennent naturellement, c'est comment je fais maintenant que j'ai cette information-là pour pouvoir l'utiliser de manière intelligente sans la perdre pour d'autres tâches, où j'ai besoin avec d'autres algorithmes que j'ai besoin de nourrir avec des choses qui sont beaucoup plus linéaires. Et puis, avec ça, il y a aussi des questions qui sont... souvent, ça vient comme ça sous forme d'une information globale. On sait ça donne plein de choses, mais pour un problème donné, ce n'est pas forcément toute l'information qui est intéressante ou qui me
mais utile, et on ne sait pas forcément où aller chercher l'information pertinente pour le problème qu'on veut regarder. Il y a question aussi comment on peut automatiquement aller chercher au bon endroit dans l'information topologique celle qui nous intéresse pour une tâche à réaliser. Voilà, et donc regarder un petit peu ça, c'est l'objectif principal du projet TopAI. Et l'idée de ce projet-là, c'est de regarder ça en essayant de faire avancer ces questions-là, en allant vraiment, en couvrant le spectre qui va vraiment du développement des approches mathématiques, les aspects les plus fondamentaux, jusqu'à des aspects les plus pratiques, notamment en s'intéressant à un certain nombre de problèmes industriels sur lesquels on travaille déjà depuis soit quelques années, soit quelques mois, avec des partenaires qui sont impliqués, qui sont essentiellement ceux qui sont formellement impliqués dans le projet. C'est deux entreprises françaises, et je reviendrai un petit peu là-dessus. Et donc, pour ce qui est de l'organisation du projet, j'ai envie de dire, fonctionnement, c'est qu'en gros, il est articulé autour de 4 axes principaux. Il y en a un qui ne sont pas très originaux, mais le premier, c'est vraiment de s'intéresser aux fondements mathématiques du sujet. Donc, c'est toute la partie, on va dire, théorique et très académique. Il y a un autre axe qui est lié alors, aux aspects développement logiciel, algorithmique et développement logiciel, parce que le but aussi du projet, c'est pas seulement d'écrire des papiers, mais de fournir des outils à l'utilisateur et des outils qui soient, on va dire, commodes à utiliser. Je reviendrai là-dessus. Et puis les deux derniers axes correspondent à des axes développés en partenariat avec chacun des deux industriels qui sont dans le projet. Donc il y en a un, c'est sur de la médecine personnalisée et du diagnostic à travers le développement de ce qu'on appelle des endpoints. Je reviendrai aussi là-dessus, et qui est avec l'entreprise Sysnav. Et puis un autre qui est aussi sur le développement de méthodes de topologie et pour de la classification et de la détection d'anomalies sur des données de cytométrie pour du diagnostic médical. Donc, pour passer très rapidement là, sur chacun des 4 axes, donc la partie maths, on peut en discuter offline s'il y a des gens que ça intéresse. Il y a un certain nombre de sujets, là, je ne vais pas entrer dans la technique, mais il y a des aspects liés à l'utilisation de la TDA en apprentissage et normalement avec les réseaux de neurones. Je passe vite là-dessus. Il y a des aspects, sur les aspects fondamentaux, il y a des aspects très intéressants, des questions intéressantes sur les interactions entre la question de l'inférence topologique et les stats, c'est-à-dire souvent les techniques de TDA impliquent pas mal de paramètres et qu'il n'est pas forcément facile de choisir. On peut se poser des problèmes de sélection de paramètres, on peut poser des questions aussi quand on regarde des pertes ou des choses comme ça dans certains problèmes, comment on peut y incorporer de l'information topologique et encore faire des choses ou encore dire des choses. Il y a aussi des choses théoriques intéressantes à dire sur certains types de données, les données temporelles. On commence à savoir dire des choses intéressantes, les données de type graphe aussi. Les outils sont assez adaptés et on a bon espoir de dire des choses fondamentales, pas trop idiotes là-dessus. Et puis il y a une autre direction qui est en plus prospective, qui est d'exploiter le fait qu'on sait souvent interpréter l'information topologique pour aller vers des questions d'explicabilité en intelligence artificielle. Alors c'est plus prospectif parce que sur ce plan-là, disons qu'on a des résultats intéressants avec un autre industriel qui n'est pas formellement impliqué dans le projet, mais disons, arriver à dire des choses rigoureuses et mathématiques là-dessus, c'est pas complètement évident, parce que c'est souvent des problèmes mal posés, et on ne sait pas toujours ce qu'on a envie de dire ou ce qu'on veut faire, mais c'est assez intéressant à regarder. Le deuxième axe, c'est l'axe plus orienté, donc la deuxième activité, c'est orienté vers la mise à disposition d'outils. Donc l'idée, c'est en même temps qu'on avance, de fournir les outils algorithmiques et logiciels pour utiliser ces méthodes-là, en les rendant le plus simple possible d'utilisation pour l'utilisateur, en particulier l'utilisateur non expert. Et pour ça, l'idée, c'est de se reposer sur une bibliothèque logicielle qui s'appelle Goody, qu'on développe dans l'équipe INRIA, dans laquelle je suis depuis quelques années déjà, et qui a l'avantage qu'elle implémente déjà l'état de l'art en matière de structure de données et d'algorithmes pour certaines opérations de TDA. Donc, voilà. Et donc, je vais juste terminer par les deux autres activités, ou comme work packages, ou je ne sais pas comment on dit, du projet. Donc, il y en a un, c'est pour le diagnostic médical.
Donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans une collaboration que j'ai avec quelques collègues depuis plusieurs années avec une entreprise Sysnav. Donc Sysnav, c'est une entreprise française qui développe des centrales inertielles et des systèmes de capteurs, essentiellement pour de la navigation inertielle, de la navigation sans GPS. Et là, on s'intéresse à ce genre de problème-là pour le piéton. Donc, essentiellement, on a un petit capteur dans lequel il y a un magnétomètre, un gyromètre, un accéléromètre, qui produit des séries temporelles, qui mesurent du mouvement. Et à partir de là, on a développé avec eux pas mal de techniques qui permettent de faire de la navigation, donc de reconstruire le mouvement. Donc soit pour faire de la navigation, donc ça c'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans ce projet-là, là c'est plutôt des applications tournées vers la défense, soit pour faire de l'analyse de mouvement chez des patients qu'on suit à domicile. Donc l'idée c'est qu'on a un petit capteur qui ressemble à celui qu'il y a sur la photo, et ce capteur, on équipe un patient qui a une maladie, des myopathes, un type de maladie en général où il y a une dégénérescence assez longue. On renvoie le patient avec le capteur à domicile, on récupère tous les jours ces enregistrements inertiels, et à partir de là, ce qu'on cherche à faire, c'est à construire des descripteurs qui vont permettre de qualifier l'évolution de la maladie. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà commencé à faire avec eux, qui ont donné lieu à une thèse qui a été soutenue chez nous il y a pas longtemps, qui nous ont permis d'avoir un premier descripteur qui a été validé par l'Agence européenne du médicament, ce qui était une première dans ce domaine-là. Donc c'est un descripteur, si vous voulez, c'est une espèce de variable qu'on extrait des données, que les médecins peuvent utiliser après dans les études médicales, et qui est validé par l'Agence du médicament, et qui va donner une indication sur l'évolution de la maladie. Donc ici, par exemple, j'étais chez des myopathes, une forme de myopathie, où on regardait l'évolution de la marche chez des enfants myopathes, et sur des périodes de plusieurs mois ou plusieurs années. Et cet indicateur, maintenant, peut être utilisé dans des études médicales pour qualifier l'évolution de maladie. Et donc l'idée, dans le projet, c'est vraiment de continuer là-dessus et de développer des méthodes de plus en plus sophistiquées et de plus en plus performantes pour faire ce genre de choses-là. Et le deuxième, et je vais conclure très rapidement là-dessus, la deuxième direction, c'est d'aller vers... donc c'est une collaboration avec une entreprise qui s'appelle Métaphore Biosystem, qui est une entreprise qui fait du diagnostic médical à partir de données de cytométrie en flux, donc, et à partir d'échantillons sanguins. Donc l'idée, c'est qu'ils ont une technologie qui s'appelle la cytométrie en flux, dans laquelle vous faites une prise de sang, vous avez votre échantillon sanguin, bon, ils mettent des produits, des marqueurs, etc. dedans, et après ils passent le truc dans la machine, et la machine elle regarde les cellules sanguines une par une, et grosso modo, elle vous sort un nuage de points en dimension qui peut aller de quelques unités, 4-5 à quelques dizaines, et vous avez un point par cellule. Donc c'est des nuages de points de plusieurs millions de points, et l'idée c'est qu'à partir de là, ils essayent, eux, de trouver des patterns particuliers dans ce nuage de points, de segmenter, de trouver certains patterns qui vont être représentatifs de certaines pathologies. Et actuellement, c'est des choses qui sont à la main, c'est-à-dire qu'ils font des projections 2D, ils regardent à la main et ils découpent à la main le nuage. Et on a commencé à travailler un petit peu avec eux, et il y a des approches topologiques qui permettent en fait d'automatiser assez bien ces choses-là. Et donc l'idée, c'est de pousser la compréhension de ces problèmes-là et l'utilisation de méthodes plus géométriques et plus topologiques pour arriver à faire de la segmentation, de la détection de patterns de manière beaucoup plus automatisée sur ce genre de données-là. Donc je m'arrête là, si vous avez des questions. Merci beaucoup. Bertrand. Ouais, alors c'est une bonne intuition. Alors, c'est un exemple que je n'ai pas mis parce que c'est quelque chose qu'on a développé avec un autre partenaire qui est Fujitsu, une entreprise japonaise. Mais typiquement, on a utilisé ça de manière assez efficace pour de la caractérisation d'arythmie cardiaque. Donc à partir d'électrocardiogrammes, tu veux... alors détecter l'arythmie, c'est pas très compliqué. Par contre, il y a différents types d'arythmies et les classifier, ça c'est beaucoup plus délicat. Et tu vois, là, quand tu fais ce genre de truc-là, c'est assez difficile de construire un classifieur
qui va marcher bien parce que tu as une forte variabilité sur les rythmes cardiaques, etc., entre les individus. Et en fait, les descripteurs topologiques, ils sont plus, d'une certaine manière, ils ont un côté très qualitatif, qui fait qu'ils vont plus voir le pattern plutôt que la taille du pattern, sa largeur, etc. Il y a des tas d'invariances qui font que ça permet de rajouter, si tu veux, enfin, la façon dont on l'a fait, c'est une façon pas très originale, c'est-à-dire qu'on est parti d'un truc qui était un peu l'état de l'art, et puis on a rajouté des descripteurs topologiques qui avaient l'avantage d'être très robustes au genre de transformation que tu peux avoir dans le rythme cardiaque. Par exemple, tu vois, le rythme cardiaque entre deux individus de base, la fréquence peut être très différente. Et tu rajoutes des features qui vont être très robustes à ce genre de choses-là. Et du coup, tu arrives à gagner de manière significative sur les tâches que tu as réalisées. Donc effectivement, c'est très bonne. C'est un des trucs, c'est d'avoir des features qui sont des fois un peu grossiers, mais extrêmement robustes. Moi, j'ai une petite question sur les diagrammes de persistance. Donc en fait, il y a vraiment deux étapes. D'abord, j'extrais le diagramme de persistance et après, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux en faire pour classifier ou régresser ou faire du clustering, une tâche de machine learning général. Ces diagrammes de persistance, est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont estimées de façon régularisée? Est-ce qu'il y a des choses qui font que, enfin, quand on découple ces deux étapes d'extraction de features par diagramme de persistance et l'étape de classification, quelque part, on a envie d'enrichir la construction ou la façon dont on paramétrise le diagramme de persistance par rapport à la tâche finale de supervision. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut jouer sur ces choses-là? Est-ce qu'on peut, je dirais, peut-être backpropager à travers ces diagrammes de persistance? Et quelles sont les libertés qu'on a sur ces estimations-là? Alors, ce genre de question, en fait, effectivement, quand tu construis le diagramme de persistance, c'est pas, il y a un truc, tu as des données et une seule façon de faire un diagramme. C'est un truc, tu as plein de façons de le faire qui peuvent être paramétrées. Et justement, un des trucs qu'on commence à regarder et sur lequel il commence à y avoir des bribes de résultats intéressants, c'est qu'effectivement, on peut essayer d'apprendre la meilleure façon de construire ton diagramme de persistance. Et essentiellement, c'est quand on regarde l'algorithme qui calcule les diagrammes de persistance, c'est un algorithme qui... Alors, c'est une espèce de fonction qui n'est pas différenciable, etc., mais qui ressemble beaucoup, j'ai envie de dire, en termes de structure mathématique, aux fonctions que tu as dans les réseaux de neurones. Et typiquement, ce qu'on s'est montré là depuis peu, ça c'est des travaux en cours, c'est que tu peux faire des descentes de gradients stochastiques pour dériver des diagrammes et montrer qu'elles convergent ou des choses comme ça, exactement comme pour des réseaux de neurones. Et donc là, on travaille un petit peu à implémenter ces choses-là et aussi à prouver un peu de maths autour, qui font que tu vas pouvoir... Enfin, à terme, l'idée, c'est d'être capable de faire ce que tu dis. C'est-à-dire vraiment utiliser ça en disant on pourra mettre un diagramme de persistance dans une fonction de perte sur un réseau ou quelque chose comme ça, ou pour essayer de forcer aussi... Enfin, il y a aussi deux aspects dans cette problématique, c'est que les gens au début, ils ont dit, on voit les diagrammes de persistance vraiment comme des nouveaux features qu'on va rajouter au problème finalement avec les autres, et puis on essaye de faire des choses classiques. Maintenant, il y a un certain nombre de travaux qui commencent à émerger, alors c'est très balbutiant, c'est-à-dire on peut essayer même dans un réseau de neurones, tu peux essayer dans certains espaces latents d'imposer quelque chose sur la structure topologique ou géométrique, c'est-à-dire de rajouter des contraintes, et en construisant des diagrammes et en regardant comment évolue cette structure. Et comme on commence à savoir différencier ces choses-là, à faire des descentes de gradients, on peut espérer forcer, par exemple, certaines choses. Donc il y a eu quelques tentatives, c'est assez timide, mais je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant à regarder. Okay. Merci beaucoup. Je pense qu'on attend tous un petit café. Donc on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Voilà.